Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc c'est parti, aujourd'hui ça va être un petit live détente. On va tout simplement réagir à quelques commentaires YouTube. Donc voilà, théorie One Piece en commentaire. On va essayer de décortiquer tout ça, voir un petit peu ce qui est pertinent, démêler le vrai du faux. Et je vous donnerai aussi mon avis par rapport à tout ça. Voilà, je vous ai dégoté 3 commentaires qui sont plutôt pas mal. Et en même temps, il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va essayer de condenser ça le plus densément possible. Et tout simplement, je vous donnerai un avis objectif. On va dire ça comme ça. Attendez juste 2 secondes. Je viens de voir, je me suis trompé de micro, mais c'est pas grave. Là, normalement, vous avez dû sentir l'amélioration. Ok, donc comme d'habitude, avant de commencer, petite auto-promo, les gars, n'hésitez pas à rejoindre la team. On est bien ensemble, on rigole bien. Il y a plein de choses là sur la chaîne. Tout simplement, des live gaming, zombies, Call of, c'est légendaire. On fait que fail, c'est trop marrant. On a aussi énormément de vidéos autour de One Piece, que ce soit l'analyse des spoils, l'analyse des épisodes, des théories, réactions aux commentaires YouTube. Il y a plein de choses, même des réactions à des vidéos des influx One Piece très connus en France. Donc voilà, il y a plein de choses les gars. Donc j'espère que vous avez tout ce qu'il vous faut. De toute façon, il y a énormément de contenu, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Discord, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à rejoindre la team. Merci à tous ceux qui soutiennent, hein. Vous avez les souscriptions également. Et franchement, vous régalez les gars. Merci beaucoup. Donc voilà. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec le premier commentaire. Donc voilà, ça va être... qu'on rentrerait pas direct dans le vif du sujet. Ça va être power scaling. Ça va être vraiment les sujets épineux. Voilà, c'est des sujets qui ressortent depuis très très longtemps. Mais voilà, on va pouvoir contredire certains arguments qui sont là depuis, je dirais, une dizaine d'années dans l'univers de One Piece. Parce que on a des éléments aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, qui viennent contredire tout ça. Donc, let's go, c'est parti. Donc voilà, là, c'est un petit commentaire de Le Mid qui nous parle justement du combat Kizaru Luffy et qui nous donne son point de vue tout simplement sur la puissance de Kizaru. Donc voilà, il énumère quelques petits arguments, nous on va les analyser juste après. Donc je vous lis le message et on décortique. Alors, chapitre 1104, donc Sanji hurle à Franky d'esquiver, mais trop tard, Kizaru met un big kick laser dans le dos de Franky, son point faible est égal, Franky 0 dégâts. Ça, je vais répondre à tout ça parce que voilà, on a des réponses très claires à ce sujet-là. Ensuite, on a Kizaru envoie des lasers est égal, Sanji Yonkou 2 joue au foot avec. Ça, on va y répondre, la raison, etc., etc. Ensuite, Kizaru a besoin de menottes pour bloquer le pouvoir d'un Yonkou 1 car sinon il ne gagne pas. Marco. Ça, on va en parler. Ensuite, on a Kizaru qui dit qu'il a besoin d'un plan contre Rayleigh vieux à la retraite et ne peut gagner le 1v1. Ça aussi, en vrai, ça, le problème de ça, c'est vraiment que j'ai dû répéter les arguments et ça rentre pas juste parce que les gens n'ont pas vu les vidéos et tout. Mais voilà, on va en profiter pour remettre tout simplement tous les arguments sur le tapis. Et pour terminer, il dit enfin Kizaru pense que c'est avec le pouvoir du Gear 4 que Luffy a battu Kaido pour ensuite se faire double one-shot par le Gear 5. Ok, donc ça, on va en parler très clairement parce que c'est tout ça, des choses que j'ai déjà dit et il me semble que dans la vidéo sous laquelle il a mis le commentaire, je l'ai expliqué. Donc voilà, je vais répondre à chaque argument comme ça, on n'en parle plus. Donc déjà, le premier argument, c'est le fait que voilà, Sanji a dit à Franky d'esquiver le coup parce qu'il était dangereux et Franky a été touché dans le dos, qui est son point faible, et du coup, Franky a pas eu de dégâts. Les gars, ça, c'est juste que vous avez oublié. Mais en fait, pendant les 2 ans, Franky avait très bien connaissance de son point faible et Senior Pix dit, il me semble que ton point faible, c'est le dos, et il fait un hippon, donc voilà, il nage dans le sol, il saute dans les airs jusqu'à une grande tour et après il éclate le dos contre le sol. Et là, juste après avoir écrasé Franky sur le sol, Senior Pink se rend compte que Franky n'a pris aucun dégât et dit tu m'as eu. Ce qui pour moi clairement indique qu'en fait Franky avait bel et bien pendant les 2 ans renforcé son dos. Et en plus c'est logique étant donné que maintenant Franky est plutôt capable de gérer ce genre de problème. Donc pour moi c'est plus un point faible. Donc clairement le sens de la phrase tu m'as eu pour moi montre qu'en fait Franky aurait potentiellement menti à Senior Pink.
Ce qui donne du sens étant donné que si Franky n'avait pas réparé son dos, il aurait vraiment été KO face à la plus grosse technique de Senior Pink. Et là, on voit très bien que Franky s'est relevé 2 secondes après. Donc, Franky n'a plus de point faible obvious comme c'était le cas dans la première moitié de Grand Line. Ce point faible a été réglé. La deuxième chose, les gars, c'est que là, le coup de Kizaru, il dit un big kick laser. Donc je suis pas sûr de moi, mais il me semble que c'était un coup de pied. S'il dit un big kick laser, pour moi, c'est ce que ça veut dire. Et le délire, c'est que ce soit un laser ou un coup de pied, sur Twitter, Vincent Chansard a pris la parole par rapport au pouvoir de Kizaru. Quand Kizaru se bat au coup de pied ou qu'il se bat avec des lasers, c'est qu'il n'est pas sérieux. Et quand il utilise son épée, c'est qu'il commence à rentrer dans un combat très sérieux. Donc voilà, vous avez toutes vos réponses. C'est pas moi qui le dis, ça a été énuméré très récemment dans la react entre guillemets par rapport au dernier épisode de One Piece sur le combat de Kizaru. C'est Vincent Chansard qui le dit, voilà, vous avez les infos. Donc voilà, déjà un premier argument qui va carrément dans le sens de ce que je défendais dans la vidéo sur laquelle il a répondu. Les théories que j'avais faites avant d'avoir les infos sont encore d'actualité. Ensuite, on a Kizaru envoie un laser et Sanji contre le laser avec un coup de pied. Tout le monde se rappelle de ce moment-là, il était choqué. Donc déjà, premièrement, imaginez ne serait-ce qu'un amiral de la marine et Yonkou 2, frère les gars, c'est aberrant déjà en termes d'analyse, c'est aberrant parce que même si moi je suis pas du tout team amiral, il faut quand même reconnaître que c'est des adversaires dangereux. Si t'enlèves Luffy, l'amiral franchement il reste dangereux pour tout le reste de l'équipage, y compris Zoro, tu vois. Donc faites attention à ça parce que aujourd'hui on est toujours dans le flou quant au pouvoir. En tout cas ce qui est sûr c'est que rappelez-vous ce que Barbe Noire a dit par rapport à Aokiji, personne sur l'île n'était capable de pouvoir venir à bout de Garp à part Aokiji. Et sur l'île il y avait qui? Shiryu Yonkou 1. Donc ça vous donne un petit peu des informations par rapport au power scaling. Pour moi, en dessous de Yonkou, c'est même pas envisageable. Mais voilà, c'est mon avis personnel. Peut-être je me trompe, il n'y a pas de souci avec ça. Mais pour l'instant, tant que j'ai pas de preuve du contraire, tous les arguments donnés dans le manga vont dans ce sens-là. On continue. On a Kizaru qui a besoin de menottes pour bloquer le pouvoir d'un Yonkou 1 car sinon il ne gagne pas contre Marco. Donc voilà, déjà Marco c'est un Zoan mythique, c'est un petit peu difficile. Il est dans l'équipage le plus puissant du monde à cette époque-là. C'est assez compliqué parce que son pouvoir permet de se régénérer. Ça veut dire que la lumière telle que Kizaru la maîtrise est entre guillemets inoffensif contre Marco parce que voilà il y a le côté régénération. Mais voilà, ça c'est parce que justement quand on veut voir la facilité, on va pas prendre tous les détails des fruits etc. Alors que Oda le dit très clairement que certains fruits sont plus forts que d'autres, comme par exemple les fruits du feu par rapport aux fruits du magma, et c'est très réfléchi parce que la température du feu elle est en dessous de la température du magma. Donc ça vous montre que Oda travaille dur sur la mise en place on va dire des pouvoirs, mais il faut faire les mêmes constructions sur les autres fruits du démon parce que sinon bah voilà on rate entre guillemets certaines informations et on a du mal à analyser correctement les scènes et les combats. En tout cas ce qui est sûr c'est que ok les menottes en granit marin étaient nécessaires contre Marco, mais c'était surtout pour pouvoir le blesser, pour pouvoir l'attaquer réellement, tu vois. Mettre du haki sur ses faisceaux laser, je pense que c'est beaucoup plus difficile que de lui mettre des menottes en granit marin et de l'attaquer. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a un côté stratégique qu'il faut bel et bien prendre en compte. Comme je l'ai déjà dit, la plupart, même la quasi-totalité des arguments donnés dans One Piece vont dans le sens de Kizaru égale puissance. Ensuite, on a quoi? On a Kizaru qui dit qu'il a besoin d'un plan contre Rayleigh vieux à la retraite et ne peut pas gagner en 1v1. Et effectivement, déjà, il a utilisé le mot capturer. Donc voilà, capturer et se battre, c'est complètement différent. Ensuite, un amiral et Rayleigh, si on considère que Rayleigh est intermédiaire, c'est logique, tu vois. C'est logique qu'un amiral ne peut pas capturer un intermédiaire, tu vois. Parce que la puissance est trop proche. Et si tu veux capturer quelqu'un, il faut être largement au-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les gars, c'est que même si on admet, tu vois, dans un monde parallèle, admettons qu'ils ont la même puissance, vraiment égale, et qu'on a un Rayleigh d'un côté et un amiral de l'autre côté. Pour le capturer, comme l'a dit Kizaru, il lui faudrait un plan et potentiellement 2 amiraux. Je pense que 2 amiraux contre Rayleigh perd. Et pour réquisitionner 2 amiraux dans le combat Rayleigh et faire la guerre à Barbe Blanche de l'autre côté, c'est complètement impossible. Déjà, juste, il manquait un seul, mais vraiment juste un seul amiral qui combattait Rayleigh pendant qu'il y avait la guerre au sommet. La marine aurait perdu. Donc ça montre clairement que juste du fait que Kizaru doit combattre Rayleigh pendant la guerre au sommet, ça aurait fait perdre la marine. Donc juste ça, l'excuse de dire oui, mais il a besoin d'un plan, la marine n'aurait pas réussi à le battre. Si, la marine aurait très facilement réussi à le battre, mais ils auraient jamais pu se charger de Barbe Blanche d'un côté et de Rayleigh de l'autre côté. C'est ça qu'il faut prendre en compte et c'est ça qui est logique et totalement compréhensible. Comme je vous l'ai montré, s'il y avait 2 amirals, on aurait pu capturer Rayleigh, cependant, on aurait perdu la guerre au sommet. Donc voilà, tout est expliqué, tout est logique. Donc je pense que ça, c'est des choses que j'ai déjà répétées énormément de fois, mais pas vraiment rester trop longtemps là-dessus. Et pour terminer, il y a enfin Kizaru pense que c'est avec le pouvoir du Gear 4 que Luffy a battu Kaido pour ensuite
ensuite se faire double one-shot par le Gear 5. Donc déjà, premièrement, peu importe ce qu'a dit Kizaru, parce que la vérité, c'est que quand on voit le combat Kizaru-Luffy, mais que en mode Snake Man, on voit clairement que Luffy n'a pas du tout le dessus sur Kizaru. Donc même si Kizaru valide un petit peu la puissance du Gear 4 et montre un petit peu aussi qu'il est, entre guillemets, d'après Kizaru, suffisamment puissant pour battre Kaido, en fait, ce que Kizaru dit clairement, c'est que il ressent la puissance de quelqu'un qui est capable de battre un empereur. Ça, c'est ce qui a été dit. Et il était qu'en Gear 4. Cependant, son haki était bel et bien présent et la puissance de son haki était bel et bien développée post-événement de Wano. Donc, ça se peut qu'il ait ressenti pas mal de choses. Ensuite, peut-être qu'il parlait pas uniquement de son haki et de sa force brute, peut-être aussi qu'il parlait de son haki de l'observation. Pour suivre la lumière, il faut vraiment avoir un haki de légende. Donc, tout ça, pour moi, c'est ce qui va donner les informations à Kizaru sur le fait que Luffy est suffisamment puissant, entre guillemets, pour se battre contre Kaido. Et ensuite, c'est aussi surtout parce que Kizaru a senti que Luffy pouvait lui tenir tête à lui pour tout simplement émettre l'hypothèse qu'il fallait au moins avoir la puissance de notre ami Kizaru pour pouvoir battre Kaido. Il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Mais même sans prendre ce côté-là, juste le fait que Luffy en Snake Man n'égale pas la vitesse de Kizaru, ce qui a été montré énormément de fois, hein. Luffy a été choqué, il n'a pas réussi à esquiver le coup, il n'a même pas réussi à le voir. Donc juste ça, ça montre tout simplement que Luffy est inférieur à Kizaru en mode Snake Man. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand on voit le combat Katakuri et le combat Luffy, on voit clairement que ce qui compte le plus, c'est la vitesse. C'est aussi le haki de l'observation. Et Luffy, il lui fallait énormément de vitesse et pas forcément de force, parce que logiquement, le Bunjigman, c'est plus la forme qui correspond à la force, côté gorille. Et pourtant, il l'a pas utilisé contre Katakuri. En tout cas, ça n'a pas été suffisant, parce que la force ne suffisait pas. Là, il fallait de la vitesse. Et là, c'était clairement un combat de vitesse. Donc ça montre très clairement que dans un ordre logique et lambda, on a clairement Katakuri en tant que moins rapide, Luffy en tant que moyennement rapide avec évidemment le Snake Man et Kizaru qui est beaucoup plus rapide que Luffy, mais que Luffy Snake Man évidemment. Donc ça montre clairement pour moi que le Snake Man n'est pas assez puissant pour battre Kizaru. Sinon tout simplement, s'il était assez puissant, Luffy n'aurait pas eu besoin d'utiliser Gear 5 et même sans ça, rappelez-vous que le Gear 5 c'est quelque chose qui est très gourmand en énergie. Luffy n'aurait pas perdu de l'énergie bêtement en se battant contre des randoms. Il le fait jamais. On l'a jamais vu faire ça, que ce soit à Wano, je sais pas quoi, il s'est jamais tapé contre un random avec sa forme ultime. Donc là, c'est exactement la même chose. Et pour terminer, je dirais aussi que la forme Snake Man, on a vu déjà qu'il était inférieur, de par ses déplacements, de par sa vision, hein, malgré son haki du futur et tout, Kizaru trop rapide. Hein. Et ben, malgré ça, le Snake Man, pour moi, est quand même moins rapide, parce que voilà, pour moi, la lumière, c'est vraiment la chose qui a été le plus rapide dans l'univers de One Piece. Et pour terminer, Vincent Chansard nous a dit quelque chose par rapport à la lumière, c'est que Luffy représentait lui la lumière naturelle, la lumière du soleil, et Kizaru lui représente plutôt la lumière incandescente, plutôt la lumière factice. Donc on voit clairement que le duel c'était plus sur le côté lumineux, tu vois. Donc le Snake Man est vraiment hors course par rapport à tout ça, et le Gear 5, le soleil, la lumière du soleil, même si elle n'est pas plus rapide, elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus intense, c'est ce qui lui permet de gagner ce combat. Donc voilà, pour clore un petit peu tous ces arguments autour de Kizaru, je pense sincèrement que Kizaru est beaucoup plus fort que le Snake Man et que le Snake Man logiquement plus fort que Katakuri, donc Kizaru au niveau d'un Yonkou minimum, mais je le placerai pour moi au-dessus. C'est assez logique pour moi, surtout quand on voit ce qu'a dit Barbe Noire, je le répète encore une fois, Barbe Noire qui dit que personne sur l'île était capable de battre Garp, mis à part Aokiji, et sur l'île il y avait bel et bien Yonkou. Donc pour moi on a toutes les informations lambda. Yonkou, potentiellement intermédiaire, on a les amiraux et Garp qui égale les amiraux, voire surpasse les amiraux. Ça c'est encore à voir, étant donné que, comme Aokiji l'a dit, c'était un travail d'équipe et Shiryu a bien fait son travail. Ok, donc passons aux commentaires suivants. Donc voilà, j'ai pris un peu de temps, mais il fallait énumérer chaque argument, chaque truc. Je le fais assez souvent les gars, mais voilà, à force vous allez être au courant. Je suis mort. Ok, donc là on a un gros message, donc voilà, je vais vous le lire. C'est RETH qui nous a mis ça. Et il dit: je ne suis pas d'accord sur l'idée qui consiste à dire que le gouvernement mondial a laissé Luffy agir à sa guise. Je vois beaucoup de lecteurs partir de ce principe pour dire qu'ils trouvent incohérent le fait que le gouvernement mondial n'a pas mis toutes ses forces dans la traque de Luffy dès qu'ils ont eu vent de son fruit du démon. Or, j'ai deux arguments assez conséquents pour contester cette lecture du manga. Mon premier argument, c'est que Luffy n'a vraiment commencé à avoir de la visibilité après Alabasta.
Ça, je valide. Dès le moment où Luffy est venu à bout de Crocodile, les problèmes ont vraiment commencé. Ils ont eu la flotte de Hina sur le dos. Après, Luffy et son équipage ont disparu très vite à Skypiea. À leur retour, Aokiji les attendait, puis le CP9, puis le Buster Call, etc., etc. Certes déclenché par erreur, mais bon. Puis ils réapparaissent à Thriller Bark, et même là, on leur envoie Kuma qui fait volontairement mal son job. Puis ils réapparaissent à Shabonji. À ce moment, même si le gouvernement mondial doit gérer la guerre qui vient avec Barbe Blanche, ils envoient quand même Kizaru, Kuma, Sentomaru et des pacifistas. Donc je considère qu'en un temps record, les Mugiwara ont eu un sacré paquet d'emmerdes et que le gouvernement mondial, compte tenu de ses effectifs, a essayé de faire le taf. Ce qui me mène à la deuxième façon de répondre à cette critique. De l'autre côté, le gouvernement mondial doit composer avec les 4 empereurs. Ils n'ont pas d'effectifs illimités et il y a un équilibre des forces qu'ils souhaitent par-dessus tout mettre car le risque est constant. Il suffit de voir leur flip quand 2 empereurs se rencontrent. Bref, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent et donc j'estime que compte tenu de ces éléments, on ne peut pas dire qu'ils les ont laissés faire. On est juste biaisé par la temporalité du récit. Donc ça c'est très très intéressant, j'ai quand même pas mal de choses à dire par rapport à ça. Déjà merci d'avoir dit, je ne suis pas d'accord sur l'idée qui consiste à dire que le gouvernement mondial a laissé Luffy à sa guise. Je vois beaucoup de lecteurs partir de ce principe. Effectivement, je me considère pas comme ce genre de lecteur parce que j'ai un avis complètement différent sur la chose. Pour moi, je trouve pas que c'est incohérent parce que voilà, pour moi c'est trop présomptueux de dire ouais Oda est incohérent. C'est pas incohérent pour moi, mais c'est juste que pour l'instant, il y a certaines incohérences qui pourraient très bien être expliquées plus tard parce que voilà, Oda il donne pas toutes les informations et tant qu'on n'a pas toutes les infos, on peut pas dire c'est incohérent parce qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants. Ça c'est la première chose, je te remercie. Deuxième chose, les arguments sont colossaux et concrets et je les comprends parfaitement. Je suis assez même d'accord avec ce qu'il a dit. Moi, à partir de Shabonji, c'est à ce moment-là où je me dis, ils prennent la menace au sérieux, mais c'est encore un petit peu léger, on va dire. Pour moi, dès le début, dès tout simplement l'épisode 300, ils auraient déjà dû envoyer des amiraux bien avant. Alors pour le côté Aokiji, faut bien comprendre que Aokiji, il a été plus envoyé pour Robin qu'il a été envoyé pour les Mugiwara réellement. Et en plus de ça, c'était plus pour ses convictions personnelles que pour vraiment aller la capturer, tu vois. Donc ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Deuxièmement, je trouve que envoyer un amiral, pour moi, il faut qu'il soit vraiment déterminé, qu'il ait sa flotte et qu'il aille directement chercher les personnes concernées. Effectivement, ils ont envoyé le grand-père de Luffy et tout, mais si le gouvernement mondial était réellement sérieux, ils auraient vraiment pris des dispositions de malade mental. Vous vous rendez compte qu'on parle quand même de Nika. On parle de Nika, la personne qui change le monde, la personne qui, tout simplement, va détruire un monde, tu vois. Après, est-ce que ça va être le monde des gouvernements mondiaux? Est-ce que ça va être le monde en général? Est-ce que ça va être notre perception du monde actuellement? Mais normalement, les choses devraient tout simplement renaître et suivre son cours après ces événements-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que malgré ça, je trouve que les forces envoyées et la manière de gérer les choses, elle a été trop faible. Il faut bien comprendre aussi que première partie de Grand Line, l'aventure de Luffy dans cette première partie durait environ 1 an. Donc ça montre un petit peu comment évoluent les choses, tu vois. Et du coup, on peut imaginer que pendant ce laps de temps, tu vois, le gouvernement mondial aurait nécessité beaucoup plus de force pour pouvoir capturer Nika, tu vois, alors que là, c'est pas du tout le cas. Et le délire, c'est que là, par exemple, si on regarde Wano, si on regarde Dressrosa, si on regarde tout ça, il s'est écoulé que 2 mois et demi, je crois, peut-être un peu plus vu qu'on a Elbaf maintenant. Et pourtant, on a eu énormément plus d'interactions avec des membres de la marine, hein. Je parle par exemple des amiraux. Les 3 amiraux actifs ont eu une altercation entre guillemets avec les Mugiwara. Ils ont été présents dans ces arcs pendant ces 2 mois et demi, potentiellement plus. Et c'est pas fini, parce qu'on peut ajouter le Gorosei, on peut ajouter les Chevaliers Divins. En vrai de vrai, si Nika était réellement une menace dès le début du manga dans la tête des Gorosei, ils auraient dû envoyer minimum les Chevaliers Divins pour récupérer cet enfant, pour l'étudier, surtout que le Gomu Gomu, c'est une information qu'on a vraiment au tout début du manga. Dès la première prime de Luffy après Arlong, le Gomu Gomu, on a cette information. C'est-à-dire que quand t'as cette information, normalement, t'es Gorosei, t'es au courant que le Gomu Gomu n'existe pas et qu'en fait, il a été remplacé pour cacher justement le fruit de Nika. Donc quand t'as ces informations-là, normalement, dès le début, tu te dis, bon, on se charge de lui parce qu'il faut s'en occuper, ça peut être dangereux. Donc là, pour moi, c'est dans ce sens-là que ces arguments, je les trouve cohérents dans l'ensemble, mais qui sont pas pertinents parce que malgré tout ça, on aurait dû voir beaucoup plus d'ennemis attaquer les Mugiwara. Il y a trop eu de moments où ils étaient laissés tranquilles. Pareil, pendant la Grande Guerre à Marineford, ils avaient le Nika sous les yeux. On n'a pas mis tous les amiraux dessus, tu vois. On les a mis juste à la fin, histoire de dire on va essayer de le capturer, mais au final, ça s'est avéré être un échec. Normalement, on aurait
aurait dû vraiment voir un focus, tu vois. Il y avait Marco, il y avait machin chose et tout. Je pense que là, le vrai but, ça aurait été... Ils auraient même pu sacrifier un amiral pour récupérer Nika. Je pense que ça aurait été le plus judicieux si t'es un gouvernement... Enfin, si tu fais partie du gouvernement mondial et que tu crains Nika à ce point-là. Moi, là où je pense que Oda a décidé de faire en sorte de laisser Nika tranquille, c'est parce qu'en fait, la perception qu'on a de Nika, elle est différente de la perception réelle, à mon sens, parce que la perception évolue au fur et à mesure des chapitres et des informations. Pour moi, en fait, là, ce qui est assez intéressant, c'est que Nika, bah en fait, c'est pas le héros qu'on a l'impression que c'est. Là, moi, j'ai l'impression plutôt que Nika, il va réussir à accomplir sa destinée parce qu'il est destiné à ça. Et je pense que le gouvernement mondial est au courant de tout ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils le laissent agir parce qu'en fait, ils savent qu'ils ont aucun pouvoir là-dessus. Quoi qu'il arrive, quand Nika arrive, il se passe une grande catastrophe et c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Je pense que voilà, ils sont au courant de ça et c'est potentiellement pour ça que on voit plutôt le gouvernement mondial éviter de tout simplement le capturer ou de mettre vraiment beaucoup d'énergie pour sa capture, voire potentiellement sa mort. Donc moi, c'est ce qui me semble le plus cohérent. Après, effectivement, si je devais vraiment juste répondre à ta question par rapport à la cohérence, moi je trouve en vrai de vrai que tout ça, c'est tout simplement une question d'interprétation et qu'en fait, la perception de ce qu'on va savoir sur Nika va complètement changer quand on aura tout simplement plus d'informations. Donc, est-ce que c'était de la cohérence d'Oda? Non. Par contre, est-ce que c'est incohérent pour l'instant parce qu'on n'a pas toutes les infos? Sûrement. Je pense qu'on aura des infos justement qui vont venir alimenter et donner des arguments pour rendre cohérent le fait que on n'attaque pas Luffy dès sa naissance, dès qu'on a pris connaissance de son pouvoir, etc., etc. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui me semble plus cohérent. Donc voilà, au final, je suis assez d'accord, mais bon, après, c'est juste sur certains détails que je suis un peu moins d'accord. Donc voilà, je vais terminer avec ce dernier petit message parce que voilà, je le trouve plutôt pas mal. Et en fait, c'est un message qui parle de Dragon. Donc voilà, c'est plus un vœu, on va dire, que une théorie, mais ça parle de Dragon et c'est un message de Ultra 8221 qui nous dit: j'aimerais bien que Dragon passe à l'action, les chevaliers divins sont en mouvement, j'aimerais bien un petit passage où on montre l'armée révolutionnaire en train de charger. Donc là, évidemment, c'est ce qu'on veut tous, mais je pense sincèrement que Oda a vraiment gardé l'armée révolutionnaire pour la fin du manga, en tout cas en mode guerre ouverte. L'armée révolutionnaire, je doute qu'on puisse les voir en mode vas-y, on va attaquer Elbaf parce qu'on a vu 2-3 chevaliers divins. C'est une possibilité, en vrai c'est pas impossible. Par contre, c'est quelque chose qui, je pense, va pas arriver tout de suite parce que voilà, il y a tellement de choses déjà sur Elbaf. Il pourrait tellement y avoir d'autres choses un peu plus faciles à réaliser, comme le retour de Shanks pour défendre le territoire, comme, je sais pas moi, l'arrivée de la flotte de Luffy quand ils ont entendu que Luffy se battait sur Elbaf. Je sais pas, tu vois, des petits trucs comme ça, c'est des choses qui sont pour moi plus cohérents. On a aussi potentiellement Ener qui pourrait faire son apparition, même si personnellement, je pense que Ener va être gardé pour le dernier arc de One Piece en rapport avec Laugh Tale. Donc voilà, ça c'est, je pense, mon interprétation pour l'instant, avoir un petit peu les informations qu'on va avoir sur Elbaf avant de juger, d'aller au bout. Donc ça, c'était pour Dragon. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui empêchent Dragon de venir. Déjà la distance, on est à plus de quelques semaines, je crois, de bateau d'Elbaf par exemple. Il y a plein d'autres choses. Déjà, il a beaucoup de taf à gérer. Il a réuni un petit peu son armée. C'est un petit peu la rêverie, mais version révolutionnaire, où justement il va donner des informations à tout le monde. Il va préparer quelque chose. Donc, pour l'instant, je pense pas que Elbaf soit vraiment son objectif principal. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se préparent très bientôt, mais je pense que Dragon va pas pouvoir intervenir maintenant, étant donné tout ce que j'ai énoncé précédemment. Et puis, il y a aussi le fait que, pour l'instant, leur but, c'est vraiment de bloquer les dragons célestes, bloquer le gouvernement mondial, plus que les chevaliers divins. Les chevaliers divins, c'est plus l'obstacle, et la mission, c'est plus d'atteindre un petit peu Marijois, etc., etc. Donc voilà, ça c'était pour les 3 commentaires d'aujourd'hui. Donc voilà, une vidéo peut-être un peu plus longue que ce que j'avais prévu, mais c'est des choses qui, pour moi, devaient être claires. J'espère que vous avez compris. Il y a peut-être aussi des détails que j'ai pas pu peaufiner comme je le voulais, mais sur tout ce que j'ai dit, disons que j'ai encore des réserves et que j'ai plein d'autres arguments qui pourraient appuyer ce que je défends, même si je suis pas à l'abri de me tromper, les gars, c'est déjà arrivé et tant pis, frère, c'est la vie. Mais par contre, ce qu'il faut noter aussi sur la chaîne, c'est que quand même énormément de théories validées et il y a aussi énormément de pré-shots de choses qui se sont passées juste après. Donc je me fais encore confiance par rapport à mes arguments. S'il y a des choses qui changent, je serai le premier à le dire. Donc voilà, en tout cas,
cas, pour cette vidéo, c'est terminé. Un grand merci du coup à tous ceux qui soutiennent. Là, si vous voulez rejoindre la team, passez les likes, rejoignez, hein, n'hésitez pas. Hein, vous avez le Discord, vous avez plein d'infos sur One Piece, mais aussi sur le gaming, sur ce qu'on fait en live et aussi des salons vocaux pour discuter, trouver des mates, etc., etc. Vous avez le Twitter pour avoir les informations en dernière fraîcheur, par exemple les spoils, l'actu One Piece, petites infos autour des mangas qui sont assez sympathiques, ou même du gaming et tout. Hein, je vous publie pas mal de choses. Et pour terminer, voilà, vous avez les souscriptions pour participer de manière financière, mais voilà, faites-le que si vous avez envie, que si vous le pouvez, les gars, parce que voilà, c'est pas des choses qui sont à faire entre guillemets, tu vois, c'est des choses qui nous aident beaucoup, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc voilà, merci encore, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à très bientôt l'équipe.